Le sujet 2 évoque la crise diplomatique entre le Burkina Faso et l'Union européenne. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a convoqué le chef de la délégation de l'Union européenne dans le pays, Philippe Branchen, afin de lui faire part du mécontentement des autorités de Ouagadougou. Alors, Magloire, la récente résolution du Parlement européen qui critique la gestion sécuritaire et la réduction de l'espace civique au Burkina Faso est-elle une critique légitime ou une ingérence néocoloniale dans les affaires internes? Alors, il faut savoir que la géopolitique a ses règles et la diplomatie également a ses règles. Et en l'état actuel, je crois que le pouvoir de Ouagadougou considère les affaires internes comme propres au Burkina et au Burkinabé. Et il ne revient pas à une institution internationale, fût-elle l'Union européenne, de donner des appréciations sur la gestion interne du pays. Et c'est en fonction de cela, c'est en fonction de ce principe sacro-saint que le ministère des Affaires étrangères a jugé utile, n'est-ce pas, de convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne pour lui signifier, n'est-ce pas, la réprobation de l'État burkinabé par rapport à l'analyse ou à l'évaluation faite sur leur politique interne, jusqu'à parler d'une situation chaotique. Je crois que la réaction de Ouagadougou suit deux principes. Le principe d'abord diplomatique qui voudrait que quand vous vous sentez agressé ou vous vous sentez heurté dans votre autonomie diplomatique par un autre État, vous avez toute la plénitude de réagir à travers des voies diplomatiques, en convoquant notamment la personne morale qui représente l'État en question. Et ici, on parle de l'Union européenne. Donc, il va de soi que les autorités burkinabées puissent donner corps à leur réprobation au travers donc, de la convocation de celui qui incarne la diplomatie européenne au Burkina Faso. Donc, ce n'est pas une critique légitime de la part de l'Union européenne pour vous? Ben, légitime ou pas, je crois savoir que de mémoire de journaliste, nous n'avons jamais eu connaissance d'une observation si critique de la part d'un État africain vis-à-vis d'un pouvoir européen ou de la gestion même de l'Union européenne. Puisque s'il s'agit de là, s'il s'agit justement de ça, je crois savoir que chaque État africain, à l'heure actuelle, a son mot à dire. C'est devant nous que le colonel Kadhafi a été tué. Et à ce jour, personne n'a levé un seul doigt pour crier à quoi que ce soit. Parce qu'il s'agit de l'Afrique et des dirigeants africains. On a l'impression comme si le continent africain est devenu un terrain d'essayage politique ou géopolitique où tout le monde peut s'inviter à tout moment à son bon vouloir et dire quoi que ce soit sur le continent africain. Maintenant, moi je me dis qu'aujourd'hui, lorsque tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique constitue l'avenir du monde, il va falloir que cette Afrique-là puisse jouer pleinement son rôle. C'est-à-dire qu'on dit souvent que le respect se mérite. C'est vrai que nous faisons partie de ceux qui critiquent à l'interne, justement, ceux qui incarnent la voix de l'Afrique par rapport à leur gouvernants, parce qu'on ne peut pas comprendre que l'Union africaine puisse avoir son siège qui est construit par l'Union européenne, l'Union africaine puisse avoir un budget porté à plus de 50%. Le siège de l'Union africaine n'est pas construit par l'Union européenne? Non, pas les Européens, ça se dit très souvent. Bien la sûr. Chine et autres. La Chine, l'Union européenne, c'est tous ces partenaires qui ont contribué à construire le siège. La Chine ne fait pas partie de l'Union européenne. Non, je dis les partenaires. En réalité, la logique que je suis, c'est que... Les partenaires. Pas les étrangers. Pas les étrangers, c'est-à-dire eux-mêmes, diplomatiquement, ils les appellent les partenaires au développement. Mais quand je dis, depuis quand l'Union africaine a participé... Mais doucement. Oui. Non, mais en fait, depuis quand l'Union africaine, qui se veut un continent qui doit être respecté, a contribué à construire quoi que ce soit en Chine, aux États-Unis,
en Europe. Non, jamais. Donc c'est pour cette raison que vous pensez que certains partenaires peuvent se permettre... Ah non, donc, non, non, de je suis en train critiquer, d'expliquer ce qui donnait la la latitude gouvernance aux Occidentaux de s'immiscer dans nos affaires internes. Et c'est en cela qu'il faut apprécier la diplomatie burkinabé qui est en train de déconstruire les codes. Parce que pendant longtemps, on a prêté le flanc. Et comme on le dit, on se couche ou on fait son lit. Comment ça se dit l'adage là? Tel on fait son lit, on se couche. Je crois que l'Afrique a tellement prêté le flanc à un moment donné où les partenaires au développement en question s'ignorent à un moment donné qu'ils sont dans un registre diplomatique et qu'il y a des limites à ne pas franchir. Je crois qu'en l'espèce, c'est une leçon que le Burkina est en train de donner à toute l'Afrique. Et c'est une interpellation au continent africain de se réveiller. Parce que si vous ne vous réveillez pas et que vous vous complaisez dans votre apathie, eh bien, vous serez envahi à tout moment par les partenaires et avec n'importe quel discours. Alors, Louis, comment est-ce que vous analysez la réaction de Ouagadougou qui a convoqué l'ambassadeur de l'Union européenne pour exprimer, je cite, son dégoût? Était-ce la réponse diplomatique appropriée? Non, de gauche, je dirais que c'est l'affirmation de ce qu'on peut appeler la souveraineté. Et la souveraineté qui aujourd'hui, qui constitue un cheval de bataille pour beaucoup de pays africains. Quand on parle de panafricanisme, je crois qu'on fait forcément allusion en cela. Et donc, c'est pour dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de place au Burkina Faso, il n'y a plus de place pour les ingérences extérieures. Et c'est une démarche qui s'inscrit dans la ligne politique actuelle du Burkina Faso, fondée sur ce qu'on peut appeler la souveraineté, l'autonomie stratégique et la remise en cause des rapports traditionnels des partenaires. Et parce qu'il faut partir de là. C'est-à-dire que quand vous voyez, en fait, ce qui a fait réagir les autorités burkinabées, c'est ce à quoi on a souvent assisté. C'est-à-dire que dès que les Européens veulent justement dresser un rouleau compresseur contre un État africain, ils trouvent des arguties, justement en se basant sur la violation des droits humains. Souvent, les partenaires ou bien les Européens disent que ce pays ne respecte pas les droits humains, qui est dans la violation, qui viole et tout. On le traite de tous les noms d'oiseaux et on essaie de dresser la population justement contre ces dirigeants. On a vu ce qui est arrivé à Kadhafi. On a vu ce qui est arrivé à pas mal de présidents, pas mal d'anciens présidents contre qui on a dressé tout un peuple qui n'était pas mature politiquement ou socialement. C'est-à-dire que ce sont des peuples à qui on a mis des choses dans la tête qui, à un moment donné, regardaient leurs dirigeants comme des chiens ou bien regardent leurs dirigeants comme des ennemis à abattre à tout prix. Donc je crois qu'aujourd'hui, les nouveaux dirigeants qui sont là, c'est-à-dire les militaires qui sont au pouvoir, qui prônent ce qu'on appelait le panafricanisme au sens premier du terme, ont vite compris que ce discours, discours ne doit plus se passer. Ils ne sont pas dans la rupture systématique avec les partenaires, avec les Occidentaux, mais que ce partenaire s'observe dans un respect mutuel. Donc c'est une démarche appropriée. C'est une démarche appropriée, c'est une démarche digne d'un État qui se réclame souverain ou bien qui est dans la quête de la souveraineté. C'est une démarche digne d'un État qui s'inscrit dans ce qu'on peut appeler la révolution souverainiste. C'est une démarche digne d'un président aujourd'hui qui se montre dans la quête de l'identité burkinabé. Alors, Adam, les critiques européennes qui pointent l'aggravation de la crise sécuritaire, est-ce que ces critiques reflètent la réalité du terrain au Burkina Faso? Non, d'abord, il faut dissocier deux choses, puisque nous sommes dans l'ère du temps où aujourd'hui, qu'on soit dans la gouvernance, les appréciations de part et d'autre, aujourd'hui, vous ne pouvez plus être un État qui vit dans l'autarcie. Il faudrait quand même que vous ayez un regard extérieur sur ce que vous faites. Mais cela donne l'appréciation également pour orienter. Ils ne sont pas forcément, là je le dis parce qu'on parle de temps en temps du panafricanisme des autres pays, des opinions qui viennent de part et d'autre. Ici, ce qu'a fait l'Union européenne, je pense que évoquer le sujet dans un espace comme espace politique, bien évidemment, le Parlement européen avec les eurodéputés, je pense que ça, c'est un choix qui incrimine les choix de gouvernance d'un pays, et ce n'est pas normal.
Parlant donc de leçons, comme le disait Kambi tantôt, je ne crois pas. Est-ce que le Burkina donne les leçons? Rappelez-vous, si nous remontons l'histoire, il y a Abdoulaye Wade qui le faisait fréquemment. Lorsque vous indexez... au Sénégal. Ouais, le Sénégal. Il y a même le Togo qui l'a fait au passage avec le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Lorsque vous écoutez, que vous soyez un pays ou une union, lorsque vous prenez des distances où vous prenez des choix... Qu'est-ce que le professeur Robert Doucet... Non, c'est pas ça le sujet, mais je vous dis... Pour que vous donnez cet exemple. Non, je dis les pays, plusieurs pays, je donne des exemples, plusieurs, ce n'est pas le sujet, mais je vous dis, lorsque vous indexez un pays d'une manière anormale sur ses choix politiques ou de gouvernance, je pense que le pays est en droit de convoquer et de donner son appréciation par rapport à la ligne que vous prenez et que le pays n'est pas d'accord. Et de temps en temps, je pense que pratiquement tous les pays africains le font. Ce n'est pas une leçon que le Burkina donne, mais chaque pays aujourd'hui est souverain et essaie véritablement d'orienter sa gouvernance, ses choix politiques par rapport à l'égard des autres pays. Donc, ce qu'a fait l'Union européenne, je pense qu'unanimement, tous les pays africains seraient donc d'accord. Que ce soit même les opposants au régime d'Ibrahim Traoré devaient être d'accord à la position du Burkina Faso pour la simple et bonne raison que le regard extérieur lié donc à une opinion est différent de pouvoir avoir une structuration à un niveau politique très élevé comme l'Union européenne. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le choix est clair. Ça c'est le choix d'un pays qui en rime en tout cas sa gouvernance sur ses choix personnels et que le regard extérieur structuré à un tel haut niveau comme l'Union européenne ne passe pas. Donc, critique légitime pour vous. Vous avez répondu à la première question que j'avais posée à Magloire, mais celle que je vous pose, est-ce que ça reflète les réalités du terrain au Burkina Faso quand on parle au Parlement européen de l'aggravation de la sécurité, de la situation sécuritaire? Non, la situation sécuritaire, qu'on soit au Burkina Faso ou ailleurs, n'est pas en tout cas reluisante comme on l'aurait souhaité ou reluisante comme l'avait exprimé Ibrahim Traoré en faisant donc le coup de force au Burkina Faso. Et je pense que régulièrement, dans plusieurs sujets, nous l'avons dit. Et surtout parlant donc des libertés individuelles et collectives qui sont donc réprimées, nous le disons très souvent. Puisque lorsque nous prenons la démocratie qui souhaiterait quand même qu'on ait des débats contradictoires, les gens ne peuvent pas quand même contredire la gouvernance d'un pays et qui sont tout de suite embastillés, qui sont arrêtés, qui vont être amenés au front, etc. Et je pense que la plupart, qu'on soit à l'extérieur du Burkina Faso ou à l'intérieur, on en parle très souvent. Et là, c'est une chose. Maintenant, structurer cela à un niveau politique comme ce qu'a fait l'Union européenne en est une autre. Et ça, je pense que c'est critiquable. Magloire, vous voulez réagir? Oui, en fait, je voulais rebondir un peu sur, disons, l'analyse du confrère Adam en parlant de leçons que Ouagadougou donnerait aux autres capitales. Ce n'est pas un tour de passe-passe. Hein. Non, mais c'est pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre ce que nous disons ici. Mais en réalité, il faut dire que quand vous analysez un peu la stratégie du régime burkinabé, vous comprendrez aisément qu'ils ont franchi l'étape des discours pour agir dans le pragmatisme. C'est-à-dire, on connaît aussi cette stratégie africaine qui consiste à aligner les mots, à faire dans les discours, à dire oui, on n'est pas d'accord, on est fatigué, nous sommes fatigués, mais c'est nous-mêmes qui ne sommes même pas capables. C'est pas le fatigué que j'ai indexé alors. C'est-à-dire que nous, qui créons un peu au panafricanisme, nous qui sommes fatigués tous les jours, c'est nous qui sommes incapables de placer un seul mot. Lorsque les Sud-Africains tirent à boulet rouge sur leurs propres concitoyens africains qui vivent sur leur territoire, de quel panafricanisme parlons-nous? Et si nous ne sommes même pas capables de placer un mot, lorsqu'on tue ou du moins on violente des Africains sur un sol africain, c'est en cela que je dis... Panafricanisme artificiel. Voilà, la réaction de Ouagadougou prouve que nous ne nous inscrivons pas dans la logique des discours, mais on agit. C'est-à-dire que c'est François Sangat Kuyo, le Camerounais, le grand penseur camerounais qui a dit que dans la vie, à un moment donné, si vous n'êtes pas d'accord, on se lève et puis on dit non. Et ce que le Burkina fait, ça dit clairement que ça agit comme un garçon. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas les liens avec le monde occidental, mais on dit clairement que nous vous respectons
respectez-nous aussi également en retour. C'est-à-dire que le respect dans la diplomatie. Parce qu'on a, vous savez, il y a une terminologie souvent chez nous, sous les tropiques, on parle de la communauté internationale en voulant parler du monde occidental. Mais depuis quand les Européens, les Américains, eux, veulent désigner l'Afrique en parlant de la communauté internationale? On n'a jamais désigné l'Afrique par communauté internationale quelque part, non. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, c'est à cela que je dis que le respect, ça se mérite. Mais quand nous quémandons tout le temps, entre griffes, c'est-à-dire que c'est nous qui voulons être panafricanistes. C'est-à-dire on dit que oui, l'Afrique, il faut même penser le redimensionnement du continent africain, tout ça, c'est beau. Mais en réalité, quand vous êtes là, un continent qui veut s'assumer, mais qui tend toujours la main à recevoir des sacs de riz de l'Inde, du Japon et tout ça, mais où est le respect? Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, le Burkina est dans la capacité, ou du moins est ce pays-là qui va recevoir 10 sacs ou 20 sacs de riz de la part d'un État, je ne sais pas, asiatique ou européen. C'est pour cette raison que vous dites que le capitaine Ibrahim Traoré impose le respect. Absolument, il impose le respect. Et quand un État européen aujourd'hui veut dialoguer avec le Burkina, je crois que ce sera en conséquence de cause, parce qu'on sait que devant, il y a un garçon. Alors, on parle au Parlement européen de l'aggravation de la crise sécuritaire. Est-ce que ça reflète les réalités sur le terrain ou est-ce que cela ignore les efforts des autorités burkinabées dans la lutte contre l'insécurité? C'est des évaluations. Moi, je me dis, nous sommes au-delà de tout sur un terrain politique et diplomatique. On parle d'un Parlement. Ils peuvent donner leur avis parce que je me dis que les représentations diplomatiques, c'est aussi les renseignements. Forcément que du moment où il y a une représentation de la diplomatie européenne au Burkina, forcément, ils ont des éléments d'appréciation. Mais qu'ils donnent leur avis, ce n'est pas encore dramatique. Mais s'ils parlent d'une réalité chaotique, alors que... Est-ce que ça, ce n'est pas un avis? Ça aussi, c'est un avis, mais est-ce à dire que les Africains aussi peuvent apprécier de la même manière ce qui se fait dans le monde occidental? Est-ce que les tests de l'Union européenne interdisent aux Africains d'apprécier ce qui se passe dans le monde occidental? Bon, peut-être non, mais c'est en cela que moi je voulais beaucoup plus me focaliser sur l'Afrique. Voyez-vous, quand je disais que le Burkina donne une leçon véritablement à tout le continent, c'est entre autres éléments qui guident mon appréciation. C'est-à-dire que voilà les autres qui pensent qu'ils sont à un niveau où ils peuvent donner clairement leur avis. Mais si tel est le cas, nous aussi, continuons pas à donner nos avis. On était dans ce pays, ou sur ce continent, quand Donald Trump est allé dénicher un président légitimement élu dans son propre pays, le président vénézuélien. Personne n'a branché sur le continent africain. On est là quand Donald Trump et l'administration américaine ont décidé d'aller faire ce qu'ils sont en train de faire en Iran. Personne n'a rien dit. En Irak, il y a des exemples qui sont là. Mais si nous pensons qu'on est suffisamment offensé, alors prenons nos responsabilités. Disons-nous qu'aujourd'hui, nous sommes le centre du monde. L'Afrique est l'avenir du monde. Et commençons aussi par donner nos avis sur la gouvernance internationale. Louis, dans quelle mesure la désinformation ou, je cite, les déclarations mensongères, fin de citation, dénoncées par le gouvernement burkinabé compliquent-elles la compréhension de la situation qui se passe au Sahel? Non, mais ça complique la situation parce que c'est des choses qui mettent dans la tête des citoyens, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont un agenda caché. C'est des gens aujourd'hui qui veulent justement mettre le curseur sur le côté négatif, sur ce qui se fait de négatif dans le pays, même si je n'en trouve pas assez. Parce que des efforts sont faits dans ce qu'on peut appeler la situation sécuritaire là-bas au Burkina Faso. En fait, le système en soi, ou bien le système sécuritaire est un peu défaillant parce que ces Occidentaux ont contribué à cela. Parce que pendant toute une décennie, ils ont élu domicile là-bas sur des accords avec des chefs d'État en guillemets qui étaient mal élus hier. Ce sont ces chefs d'État-là que les militaires sont venus renverser. Et donc aujourd'hui, s'ils trouvent que la situation ne s'est pas améliorée, ça veut dire qu'ils en sont pour quelque chose. Parce que le Burkina Faso dont on parle, c'était l'opération Barkhane qui était pendant toute une décennie. Et les Français n'ont rien fait de bon. Parce qu'après, on a vu l'arrivée d'Ibrahim Traoré et on a vu les résultats. Moi, je vous le dis parce que c'est vrai que ça fait un bon moment que je ne suis plus allé là-bas, mais pas plus qu'hier. Moi, j'ai un ami au nord là-bas du Togo.
qui m'invite souvent. Mais j'ai eu, hier, je le disais que j'ai peur de monter parce qu'il y a nos amis, entre guillemets, terreau, qui seraient dans la zone et qui sévissaient. C'est un citoyen lambda, il ne connaît rien de la politique, il ne connaît rien de tout ce que nous sommes en train de parler, mais il m'a dit qu'en réalité, ce qui se passe, c'est au nord, c'est-à-dire que c'est au Burkina Faso, entre la frontière Togo-Burkina, mais que ces derniers temps, la situation s'est améliorée. C'est un citoyen lambda qui dit ça. Ça veut dire que lui, son avis est à peu près objectif. Il ne connaît rien de la situation, il n'a pas à prendre position. Lui, il ne voit il ne dit que ce qu'il voit. Le Parlement donc, ça veut dire que ne s'est pas prononcé sur la situation sécuritaire au nord du Togo, mais au Burkina Faso en général. Non, mais je ne dis pas que ce que dit, c'est-à-dire que les attaques en soi, c'est souvent cette partie du Burkina Faso que elle s'intensifie. Donc, si vous voyez, au nord du Burkina Faso, aussi, dans la zone des trois frontières. Qu'à cela ne tienne. Mais ce que dit le citoyen là, je ne le prends pas comme une vérité comptable, mais je crois que c'est quelque chose qui nous doit nous amener à comprendre qu'il y a quelque chose de potable qui se fait, quelque chose qui doit nous amener à comprendre qu'il y a des efforts qui se font dans ce sens-là. Et donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que l'Afrique n'est plus prête à avaler ces narratifs occidentaux. L'Afrique n'est plus prête justement à recevoir des leçons venant des Occidentaux. L'Afrique n'est plus prête à avaler comme tu le dois ces rapports subjectifs venant des États occidentaux. Et on peut se dire, je ne sais pas de quel droit ils se prévalent en voulant justement s'immiscer dans notre vie privée. Magloire l'a dit tout à l'heure. Il y a eu des attaques, il y a un pays, un président peut se lever et aller attaquer un autre. L'Afrique n'a jamais réagi parce que les Africains sont bien éduqués. Ils savent que ce qui ne les concerne pas, ils ne doivent pas s'immiscer. Donc, je crois qu'on est arrivé à une étape ou bien à une période où les présidents africains ont compris que tous sont des présidents et qu'ils sont élus par leur peuple et ils doivent se parler d'égal à égal. On n'est pas président d'un pays européen et on est plus fort qu'un président qui vient d'un pays africain. Tous sont présidents, ils sont légitimement et légalement élus par leur peuple. Donc, ils sont sur le même pied d'égalité. Il doit y avoir un rapport de force équilibré entre eux. Si quelque chose ne va pas, si un État s'immisce dans notre affaire, on doit justement le rappeler à l'ordre. Adam, quel avenir donc, pour le partenariat UE-Burkina Faso? Non, le Burkina, en faisant cet avis sur ce qui s'est passé à l'Union européenne, ne dit pas qu'il rompt forcément, en tout cas, ses relations avec un pays ou l'Union européenne ou une communauté. Justement parce que lui, il veut quand même qu'il soit respecté dans ses choix. Et la liberté de sa gouvernance ne concerne que les Burkinabés. Et justement, je le disais tantôt, l'appréciation sur le mode de gouvernance dans nos pays, c'est légion. Et naturellement, qu'on soit en Afrique ou ailleurs, les gens essaient d'apporter des opinions pour critiquer ou apprécier ce que vous faites. Ça, c'est une opinion. Mais je dis, la structuration à un niveau élevé politiquement, comme ce qui s'est passé à l'Union européenne, ne passe pas justement. Mais il n'y a pas de problème. Le Burkina a donné son avis et veut véritablement qu'il soit respecté comme tel. Il n'y a pas de rupture, sinon la rupture, s'il adviendra, c'est justement compte tenu, en tout cas, des modes de choix qui ne seront pas respectés. Il y aura quand même des mesures plus coercitives pour faire valoir, en tout cas, ce que le Burkina est en train de faire aujourd'hui. Alors, Magloire, est-ce que le Burkina peut se passer de l'aide humanitaire ou du soutien diplomatique de l'Union européenne au profit de nouveaux partenaires? Je crois savoir, quand vous analysez un peu la dynamique dans laquelle s'inscrit le Burkina Faso, c'est qu'on est tous des partenaires et que ces partenariats ne sont pas figés. C'est-à-dire qu'on peut être partenaire aujourd'hui, mais rien n'exclut que je développe aussi d'autres axes avec d'autres partenaires. Et je crois qu'aujourd'hui, si le Burkina estime qu'il y a nécessité de continuer son partenariat avec le monde européen, je crois qu'ils le feront, mais en des termes clairs et respectueux. Et je crois que c'est ce qu'ils essaient de faire depuis un moment. Et ils l'ont, parce qu'à un moment donné, les critiques fusaient de partout que on ne peut pas quitter un maître pour aller sous un autre maître. Mais je crois que Ouagadougou a toujours répondu que non. Même la Russie en question
c'est qu'on a réussi à développer des axes de partenariat basés sur le respect, sur l'équité avec eux. Contrairement à ce qui se faisait par le passé, où c'est une sorte de paternalisme qui était appliqué, où voilà, c'est le supérieur qui parle au subordonné, qui prend note, et qui agit en conséquence. Aujourd'hui, ils veulent faire comprendre à tous leurs partenaires que le Burkina est un pays souverain, qui a eu son indépendance et qui a envie de développer des axes stratégiques avec d'autres partenaires. Donc, il y a des termes de référence. Si vous êtes d'accord, venez, on va développer nos axes. Si vous n'êtes pas d'accord, alors nous poursuivons nos chemins. Donc le Burkina peut se passer de l'aide humanitaire de l'Union européenne aujourd'hui. Mais s'ils estiment que les conditions sont trop contraignantes, mais pourquoi pas? Parce que, après tout, c'est des partenariats. S'il n'y a pas d'obstruction devant, mais vous y allez. Mais si vous estimez que c'est peut-être un piège à con, mais pourquoi ne pas se tourner vers d'autres? Oui, je pense que oui. Parce qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Vous savez, il y a ce qu'ils ont appelé effort de guerre qui a permis de mobiliser des ressources à l'interne. Et en 2 ans, Ibrahim Traoré a mobilisé 495 milliards de francs CFA. Et donc, c'est une somme qu'on investit, que l'État investit pour améliorer, justement, pour moderniser l'agriculture. Parce qu'on a compris que pour justement passer de ces aides-là, il faut justement avoir une agriculture résiliente en fait. Parce que vous avez 60% de la population qui s'adonne à l'agriculture. Vous avez vu que le président a acheté pas mal de tracteurs, ils ont modernisé, en fait, ils ont mécanisé aujourd'hui l'agriculture. Ils ont commencé par investir dans ça. Ils ont commencé par des hôpitaux modernes pour éviter l'évacuation sanitaire. Donc, je crois que les efforts sont en train d'être faits, sont consentis justement pour que le Burkina Faso arrive à se départir de ces aides-là suicidaires venant de l'Occident. Voilà. Nous vous retrouvons après une tranche de l'information sur votre chaîne. À très bientôt.